Chers apprenants, bonjour. On se retrouve encore une fois pour continuer notre série de révision. Aujourd'hui, on va continuer sur l'exploitation de documents, notamment sur l'étude des pédigrés. Mais avant de démarrer cette partie, j'aimerais revenir sur les réformes, sur l'élaboration de votre sujet au bac. Alors, comme vous le savez, votre épreuve est toujours constituée de 3 types d'exercices. La restitution organisée des connaissances qui vaut 7 à 8 points. On a aussi comme exercice de type 2 l'exploitation de documents qui vaut 7 à 8 points et l'élaboration de la synthèse qui vaut toujours. En ce qui concerne l'exercice de type 1, que l'on appelle la restitution organisée des connaissances, vous avez toujours 3 parties. À ce niveau, il n'y a pas de modification. En ce qui concerne maintenant l'exercice du type 2, l'exploitation de documents qui, pour chaque document, vous effectuez que 2 tâches, c'est-à-dire une saisie et une mise en relation. Maintenant, vous devez effectuer 3 tâches. On a augmenté l'analyse pour que vous vous approchiez de mieux que possible de votre sujet avant de passer à la saisie d'informations. Alors, donc, on se retrouve pour chaque document avec 3 parties. Analyse, saisie d'informations et mise en relation. L'analyse elle-même sera décomposée de 2 sous-parties, c'est-à-dire la présentation du document et l'analyse proprement dit que l'on appelle le corps de l'analyse. Dans la présentation du document, il va falloir nous donner la nature du document, mais aussi l'intérêt du document. Des fois, le titre vous permet de mieux cerner le sujet représenté par ce document. Je vous rappelle que dans un sujet, le document doit avoir un titre, mais aussi en bas du document, on doit donner la source du document. Comme exemple de document, on a les graphes. Ce sont des données chiffrées qui sont consignées sous forme de courbes qui montrent l'évolution d'un phénomène. On peut avoir comme aussi des nuages de points. On peut avoir d'autres courbes, mais parmi les plus connus, on a ce qu'on appelle les graphiques évolutives. Ces graphes sont constitués d'une ou plusieurs courbes et montrent l'évolution d'un phénomène dans le temps. On a aussi ce qu'on appelle les graphes circulaires ou bien les diagrammes en camembert. Il s'agit de cercles divisés en secteurs dont les surfaces sont proportionnelles à l'importance des valeurs représentées. Il y a d'autres graphes que l'on appelle graphes en bâtonnet ou bien précisément des histogrammes. Ce genre de graphes sont constitués de barres dont la valeur est proportionnelle à la valeur de l'information représentée. En plus de ces graphiques, on peut avoir des photos. Ce sont des photographies de relief, des photographies de squelettes, de feuilles. On a une multitude, comme vous le voyez ici, des photographies d'ailes d'oiseaux, des photographies de boîtes de pétri, des photographies, ce qu'on appelle les caryotypes, font partie des photographies. Comme document, vous pouvez avoir aussi des schémas. Et en ce moment, vous allez avoir 2 types de schémas. Des schémas anatomiques, comme ici la fleur, qui nous montrent les différentes parties. Mais on peut avoir aussi des schémas fonctionnels. Ce sont des schémas où on a des flèches qui montrent l'évolution du phénomène. Ce sont des schémas en général explicatifs. On a aussi des résultats expérimentaux qui peuvent être soit des tableaux, comme vous le voyez ici, soit des schémas où on représente les étapes de l'évolution, ou bien des expériences sous forme de texte et de schémas pour montrer des faits et des résultats. On a ce qu'on appelle aussi comme document les textes. Par exemple, dans ce document 1, ou la mélanine de la phéllène de Boulot, c'est un texte qui nous apporte des informations. Et on a aussi des textes plus souvent au niveau des croisements. En géologie, on peut avoir des coupes ou bien des cartes géologiques. Les coupes, comme vous le voyez ici, permettent de voir la succession des strates. Et les cartes géologiques nous permettent de voir vraiment l'emplacement. Tout dépend, ça peut être l'emplacement des volcans, l'emplacement des minerais,
ainsi de suite. Mais l'ensemble de ces schémas au couple doivent forcément être accompagnés de l'aide. Je disais tantôt, ce qui est nouveau, c'est l'analyse en exploitation de documents. En ce qui concerne l'analyse, ce qu'on vous demande, c'est de faire ça en deux parties. Une première partie qui présente le document. Qu'est-ce que j'entends par présenter le document? C'est de nous dire la nature, c'est-à-dire le type de document, l'objet de l'étude. Et pour cela, en général, le titre peut vous aider. La deuxième partie de l'analyse, que l'on appelle le corps de l'analyse, il s'agit ici d'indiquer pour chaque document les variations, nuances, aspects significatifs du phénomène étudié, qui permet de répondre à la question posée. Dans la saisie d'informations, on vous demande l'exactitude des informations utiles, c'est-à-dire les informations qui peuvent nous conduire vers l'atteinte de notre objectif. La mise en relation, c'est toujours une mise en relation avec vos connaissances. Pour la synthèse, on a toujours les deux parties, c'est-à-dire l'analyse et la conclusion partielle. Et après, on fait une conclusion générale. Aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice d'exploitation de documents avec un type de document spécifique aux sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire les arbres généalogiques que l'on appelle généralement pédigrés. Alors, l'exercice numéro 1 que je vous propose aujourd'hui porte sur la transmission de deux anomalies géniques. Comme contexte, deux anomalies génétiques peuvent s'exprimer chez une même personne issue de mariage entre des individus appartenant à deux grandes familles. Consigne: à partir des informations saisies du document et de vos connaissances, expliquez comment le couple A a pu donner naissance à un garçon présentant les deux anomalies. Votre consigne est renforcée par une contrainte comme en restitution de connaissances. Ici, des schémas chromosomiques sont attendus. Le document de cet exercice a pour titre transmission de la surdité, nudité et du daltonisme. Comme contexte, Madame et M. A ont deux enfants, un garçon sourd-muet et daltonien et une fille qui ne présente pas ces anomalies d'origine génétique. La naissance du garçon les a conduits à effectuer des recherches généalogiques approfondies. Ces recherches tendent à montrer une parenté éloignée entre Madame et Monsieur. Donc l'arbre généalogique ici de Madame et Monsieur A, séparés au départ, vont être réunis pour le couple. Donc pour corriger, je vous propose ceci, comme nous l'avons dit dans la méthodologie, l'analyse du document. Il faut commencer par la présentation avant de rentrer dans l'analyse proprement dite. Alors en vert, je vous présente le document. Le document est un pédigré qui présente les individus affectés par la surdité, nudité et le daltonisme. Ce document tiré de l'annale Lacenas montre que dans la famille de Madame A, la surdité, nudité se manifeste dans la génération 2, sur les garçons 2 et 3, de même que sur leurs sœurs 4, mais aussi à la 4e génération chez l'enfant 2. Dans la famille de M. A, seuls les garçons sont touchés, notamment les individus 2, 1', 2, 2', 3, 2' et 4, 2' sont daltoniens. Donc, dans la saisie d'informations, votre objectif doit être de donner le mode de transmission. Qu'est-ce que j'entends par un mode de transmission? Donner la dominance, mais aussi la localisation, c'est-à-dire d'ici c'est autosomal ou gonosomal. Pour cette raison, dans votre saisie, vous avez besoin que de deux choses. La première chose, la dominance. Comment faire? On regarde dans l'arbre généalogique. Si on parvient à trouver un couple sain qui a un enfant malade, ceci nous permettra de dire que l'allèle est récessive. Même si c'est un seul couple sur 1000, après il faut voir est-ce que ça touche les deux sexes ou pas. Donc comme saisie d'information, la famille de M. A d'abord, premier point, les parents 1-1 et 1-2, phénotypiquement sains, ont donné naissance à des enfants sourds-muets. Deuxième point, cette anomalie affecte les garçons comme les filles.
Et dans la famille de Madame A, on va aussi mettre ça à 2 niveaux. Premier niveau, les parents 1' et 2', phénotypiquement sains, donnent naissance à un garçon 2, 3' daltonien. Le daltonisme n'affecte ici que les garçons. Vous voyez ici, malgré que nous avons 2 pédigrés séparés, j'ai tenu à faire une seule saisie d'informations et une seule mise en relation. Parce que dans notre consigne, on nous dit à partir des informations saisies du document. Donc, on a un seul document, ce sera une saisie d'informations et une seule mise en relation. La mise en relation, avec ces connaissances, je commence par la dominance. Les allèles responsables du daltonisme et de l'anomalie sourd-muet sont récessifs alors que l'allèle normal est dominant. Pourquoi? Parce que ces allèles sont cachés chez les parents. Ainsi, on va noter en minuscule les allèles récessifs. Après cela, il faut aller sur la localisation et ceci nécessite une démonstration. Alors, si l'allèle S minuscule était porté par Y, aucune fille ne devrait être sourd-muette. Ou bien, l'autre version, c'est tout garçon atteint devrait avoir son père atteint. Tel n'est pas le cas parce que 2, 4 et une fille qui est atteinte. Donc ici, le Y est rejeté. Si cet allèle S était porté par X, le père de la fille devrait être sourd-muet. Tel n'est pas le cas. Ceci pourquoi? Parce qu'en réalité, si c'est porté par X, le père n'a qu'un seul X. Et c'est le X là qui transmet à sa fille. Ici, on n'a pas le cas, donc on rejette X. Cette anomalie sourd-muet est donc autosomale. On passe au daltonisme. Si le daltonisme était porté par les autosomes, il devait affecter les 2 sexes. Tel n'est pas le cas. Donc, le gène est gonosomal, c'est-à-dire porté par X ou Y. Alors, rejeté. Ici, on rejette Y. Si l'allèle responsable du daltonisme était porté par Y, tout garçon atteint devrait avoir son père atteint. Tel n'est pas le cas. L'allèle est donc porté par le gonosome X. Et pour finir, il faut donner le mode de transmission. Les anomalies sourd-muet et daltoniques sont héréditaires, récessives. Les gènes sont indépendants parce que l'autre est autosomal et l'autre est gonosomal. Après le mode de transmission, il faut toujours donner le génotype de quelques individus dont vous êtes sûr. C'est ça qui va vous permettre de retrouver le génotype des individus concernés. Le couple A donne naissance à un garçon 4-2, à la fois daltonien et sourd-muet. La naissance de ce garçon s'explique par un brassage interchromosomique lors de la gamétogenèse chez les 2 parents. Et par ce brassage, M. A, qui est de phénotype S, S minuscule, X, D majuscule, Y, donne 4 types de spermatozoïdes. Ce brassage est illustré sur ce document que vous voyez. Madame A, qui pouvait avoir 2 types de génotypes, mais il faut toujours démontrer au moins la provenance d'un des X de Madame A. Ici, on se rend compte que son père qui est daltonien, donc Madame A hérité XD minuscule de son père et a un garçon qui est sourd-muet. Donc, c'est elle qui lui a transmis l'allèle S minuscule. Forcément, son génotype sera S majuscule, S minuscule, parce que D majuscule, XD minuscule, parce qu'elle est doublement vectrice. Et donne aussi 4 types d'ovules par brassage interchromosomique. Alors, si on fait l'échiquier de croisement, on va se rendre compte qu'on aura 16 types de combinaisons possibles. Et parmi ces 16 types de combinaisons, on a la combinaison S minuscule, X, D minuscule et Y, ce qui est à l'origine de l'enfant numéro 16. Ainsi, en conclusion, on va répondre directement à la question posée. Alors, donc, la conclusion, vous allez mettre le garçon 4-4, sourd-muet et daltonien, est issu de la fécondation entre le spermatozoïde S minuscule Y de son père et l'ovule S minuscule XD minuscule de sa mère. Ces gamètes proviennent de brassage interchromosomique chez les parents lors de la gaméto. Alors, ainsi prend fin la séance d'aujourd'hui.